bilirubine pour être fixé sur le type d'ictère. Donc, on fait le dosage de la bilirubine totale associée à la conjuguée ou la totale associée à la non conjuguée pour savoir c'est quel type de bilirubine qui prédomine. Maintenant, si la réponse à cette question est que c'est un ictère à prédominance nette, libre, il y a un cheminement. Parce que dans ce cas, notre première préoccupation, ce ne sera pas l'étiologie. Notre première préoccupation, ce sera l'intensité de l'ictère, clinique, mais aussi biologique, et l'existence ou non de l'indication d'une photothérapie. Parce qu'il faut décider rapidement et, le cas échéant, mettre cet enfant-là sous photothérapie avant que les complications ne se fassent. Évidemment, pour éviter la survenue d'ictère nucléaire. Maintenant, une fois qu'on aura décidé ou pas de la mise en place d'une photothérapie, on peut après se donner le temps, devant cet ictère à bilirubine conjuguée, de décider c'est quel groupe d'étiologie. Ce sera les ictères hémolytiques comme elle les a décrits, que ce soit des hémolyses intravasculaires, l'incompatibilité dans le système de VUS ou ABO, les autres incompatibilités dans les autres systèmes, justement parce qu'il en existe qu'on n'explore pas. À part ces hémolyses-là, à part ces incompatibilités, ce sera les hémolyses, les anomalies de la membrane des globules rouges, microsphérocytose, elliptocytose, tout ce qu'on connaît. Ensuite, les déficits enzymatiques, déficits en G6PD, déficits en pyruvate kinase. Donc, ça, ce sera le groupe d'étiologie auquel on va penser devant d'hémolyse intravasculaire, en tout cas, devant cet ictère à bilirubine non conjuguée. À côté, il y a les hémolyses extravasculaires, toutes les résorptions sanguines, bosses sérosanguines, céphalématomes, hémorragie digestive et autres pathologies. À côté de cela, il y a les pathologies qui sont dues à l'inhibition ou le déficit, tout simplement, de la glucuroconjugaison, Crigler-Najjar, voilà, toutes ces pathologies que vous avez bien citées. Donc, le cheminement, c'est cela, c'est un ictère à bilirubine non conjugué. Est-ce que cet enfant est dans la zone à risque d'ictère nucléaire? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la photothérapie? Si oui, la démarrer et ensuite, voilà, on a tous les tiroirs pour rechercher l'étiologie secondairement. Et elle la traiter éventuellement. La deuxième possibilité, c'est que ce soit un ictère à bilirubine conjugué. Si c'est un ictère à bilirubine conjugué, est-ce qu'il y a des signes de cholestase? S'il y a des signes de cholestase, la préoccupation, ce ne sera plus comme le premier cas. La préoccupation, ce sera d'éliminer rapidement l'étiologie qu'on redoute la plus dans ces cas-là, c'est l'atrésie des voies biliaires. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie qui peut rapidement évoluer vers une cirrhose. La prise en charge, en principe, doit se faire dans les 3 semaines qui suivent la naissance, voire 1 mois. Et il faut savoir qu'au-delà de 3 mois d'habitude, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, en pratique toujours, hein, je parle de notre expérience, c'est extrêmement difficile des fois, devant des ictères avec signes de cholestase, d'éliminer une atrésie des voies biliaires. Déjà, ces signes de cholestase vont être cliniques et biologiques. Il nous arrive, et ça c'est le schéma le plus courant, d'avoir ces ictères avec cholestase, aussi bien clinique que biologique, fortement suspect d'atrésie des voies biliaires, mais dont l'écho revient négatif. Revient normal en fait. On nous dit qu'il n'y a pas de signe en faveur. Il faut comprendre que cela n'élimine pas de façon formelle une atrésie des voies biliaires. Déjà, il faut voir les conditions dans lesquelles se font ces échographies-là. Il faut que ce soit à jeun, un minimum de 6 heures. Là, on va jusqu'à 12 heures des fois pour être sûr. Mais malgré cela, il arrive qu'on ait des échographies contradictoires. Qu'un radiologue nous dise c'est une atrésie des voies biliaires, que l'autre radiologue nous dise c'est pas une atrésie des voies biliaires. Et parfois, c'est très difficile, tout en sachant que le seul examen vraiment qui est assez poussé pour décider de façon formelle, c'est la bili-IRM. On peut la faire à principal et même à principal, des fois, c'est très difficile. Donc, des fois, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Donc, nous, ce qu'on fait d'habitude en accord avec les chirurgiens, c'est de répéter, bon,
c'est sûr que ça, c'est quand on a le temps, parce qu'il faut qu'on agisse avant un mois. On répète ces dosages-là du bilan, en fait, ce bilan hépatique avec les transaminases, les gamma-GT, les phosphatases alcalines. On les répète à des intervalles d'une semaine et on essaie de voir l'évolution. Et souvent, on a eu beaucoup de cas de suspicion d'atrésie des voies biliaires, finalement, qui n'en étaient pas, parce qu'on se rend compte que le bilan biologique s'améliore avec le temps. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des cholestases transitoires du nouveau-né qui régressent comme ça, spontanément, sans traitement. Mais toutes les fois où on a eu, avec ce bilan de contrôle-là, une augmentation justement de la perturbation de ce bilan hépatique, là, d'habitude, les chirurgiens décident d'y aller, même quand les échographies sont contradictoires. Et la plupart du temps, on tombe sur une atrésie véritable des voies biliaires. Donc, c'est vraiment ça, moi, que je voulais apporter, parce que c'est ça qu'on vit, en fait, en pratique. Et aussi, quand on a éliminé, parce qu'il arrive que des fois, dans les cas, comme je vous dis, où les perturbations du bilan hépatique ont tendance à s'améliorer au cours des contrôles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que l'atrésie des voies biliaires qui peut être responsable d'ictère avec cholestase. Il y a aussi des